Il a tout donné pour sa famille et l'a payé par l'abandon. D'après des faits réels, à Marseille, il y avait un homme nommé Henri, discret et travailleur, qui avait toujours cru que la valeur d'une vie se mesurait par ce que l'on offrait aux autres. Dès l'adolescence, il avait quitté l'école pour aider ses parents et, plus tard, lorsqu'il fonda sa propre famille, il prit l'habitude d'enchaîner les quarts dans les docks du port. Tandis que ses amis profitaient de week-ends au soleil ou de voyages à l'étranger, Henri économisait sous après sous pour payer les manuels scolaires et les activités de ses 2 enfants. Il ne parlait jamais de fatigue. Quand ses mains tremblaient d'épuisement, il glissait les doigts dans ses poches pour cacher la douleur et forcer un sourire. Sa femme, Marianne, tentait parfois de l'inciter à penser un peu à lui-même, mais Henri se contentait de répondre par un regard tranquille. Il n'aimait pas les grands discours. Pour lui, voir ses enfants grandir dans la sécurité suffisait à justifier toutes les privations. Lorsqu'un soir son fils aîné fut hospitalisé d'urgence, il redoubla de travail, dormant à peine, jusqu'à réunir l'argent nécessaire aux soins. Cet épisode fit naître en lui la certitude qu'aucun obstacle n'était trop grand si c'était pour protéger ceux qu'il aimait. Les années passèrent, les sacrifices s'accumulèrent, mais Henri ne demanda jamais de reconnaissance. Tout changea le jour où son jeune frère, Paul, apprit qu'il souffrait d'une grave maladie nécessitant un traitement coûteux. La famille, découragée, parlait déjà d'impuissance. Henri, lui, refusa de baisser les bras. Il mit en vente l'appartement où il vivait, céda ses biens les plus précieux et s'endetta lourdement auprès d'inconnus peu scrupuleux. Pour lui, sauver Paul valait plus que son propre avenir. Au début, les proches l'entourèrent d'admiration. Les enfants l'embrassaient en disant qu'il était un roc. Paul le serrait contre lui, promettant de ne jamais oublier ce geste. Le traitement réussit, et pendant quelques mois Henri crut avoir remporté la plus belle bataille de sa vie. Mais la joie fut de courte durée. Les créanciers frappèrent à sa porte avec des menaces et des délais impossibles. Les visages reconnaissants devinrent peu à peu fermés, les sourires se muèrent en reproches. Marianne, lassée, lui demanda un soir, « Et nous, Henri, qui prendra soin de nous maintenant ?» Les enfants, qui autrefois le voyaient comme un héros, se mirent à l'éviter. L'homme qui avait porté tout le poids de la famille devint, aux yeux des siens, un fardeau encombrant. Un matin, en rentrant de l'entrepôt, il trouva la maison vide. Sur la table, une note écrite à la hâte annonçait que Marianne était partie avec les enfants, cherchant une vie plus légère. Le silence qui suivit fut plus cruel que n'importe quelle dette. Henri erra des semaines dans cet appartement désert, hanté par les rires disparus. Mais peu à peu, il décida de ne pas se laisser abattre. Il affronta les huissiers, prit un 2e emploi dans une boulangerie et s'inscrivit à des cours du soir qu'il avait toujours repoussés. Chaque geste était une tentative de se reconstruire, non plus pour plaire aux autres, mais pour retrouver sa propre dignité. Dans une association de quartier, il fit la rencontre de Claire, une femme marquée elle aussi par l'abandon. Leur complicité naquit doucement, dans le partage d'instants simples, un café à la terrasse d'un bistrot, une promenade le long du vieux port. Ce n'était pas encore une promesse d'avenir, mais pour Henri, c'était déjà la preuve qu'après avoir tout perdu, il restait possible de recommencer. Henri ne s'était jamais considéré comme un homme spécial, mais les épreuves avaient forgé en lui une force discrète. Les premiers mois furent une lutte acharnée. Les journées commençaient avant l'aube au port, se poursuivaient derrière le comptoir de la boulangerie et s'achevaient dans une salle de classe où il luttait pour garder les yeux ouverts. Pourtant, au lieu de l'éteindre, cette fatigue nouvelle lui redonnait un souffle. Chaque petit progrès, chaque nouveau savoir acquis était comme une victoire intime qu'il n'avait jamais osé s'offrir. La solitude, d'abord insupportable, devint peu à peu une compagne silencieuse. Elle l'obligeait à affronter ses propres failles, mais aussi à reconnaître une vérité qu'il avait longtemps ignorée, vivre uniquement pour les autres l'avait privé de lui-même. Dans les rues de Marseille, en marchant le soir après le travail, il apprenait à regarder la ville autrement, à redécouvrir la beauté des gestes simples, le rire d'un enfant croisé sur le trottoir, l'odeur du pain chaud au petit matin, le chant lointain d'un accordéoniste sur le vieux port. Claire, rencontrée dans l'association, n'était pas une femme de grandes paroles. Elle portait ses cicatrices avec pudeur. Entre eux, il n'y avait pas besoin de longues explications. Un silence partagé suffisait. Elle avait cette manière de poser sa main sur son bras comme pour lui dire « Je comprends ». Et Henri, qui avait passé une vie entière à donner sans attendre, découvrait enfin ce que cela signifiait de recevoir, même un geste minime. Le quartier aussi commençait à le regarder différemment. Les voisins saluaient son courage,
Certains lui proposaient des petits travaux, d'autres venaient simplement échanger quelques mots pour rompre l'isolement. À la boulangerie, les clients habitués demandaient après lui, appréciant sa politesse tranquille. L'image du père épuisé et écrasé par les dettes s'effaçait peu à peu, laissant apparaître un homme debout, marqué mais résistant. Un soir d'hiver, alors qu'il rentrait tard, Henri passa devant l'école où ses enfants avaient autrefois étudié. Les fenêtres éclairées, les voix des élèves en répétition de théâtre lui transpercèrent le cœur. Il s'arrêta, paralysé par les souvenirs, puis ferma les yeux. Il comprit qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais qu'il avait encore la possibilité de donner un sens à son avenir. Ce n'était plus une question de sauver tout le monde, mais de se sauver lui-même. Le temps fit son œuvre. Les dettes, bien que toujours présentes, devinrent gérables grâce à son acharnement. Sa santé, mise à rude épreuve, trouva un équilibre fragile entre travail et repos. Et dans ses soirées avec Claire, autour d'un simple repas ou d'une promenade en bord de mer, Henri ressentait quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, la sérénité. Il savait que les blessures de son passé ne disparaîtraient jamais vraiment. Mais il avait appris une leçon que personne ne pourrait lui enlever. Le sacrifice sans mesure peut détruire, alors que le partage, même modeste, peut reconstruire. Henri n'était plus l'homme qui vivait uniquement dans l'ombre des besoins des autres. Il devenait celui qui, après avoir tout perdu, trouvait la force de renaître. Et dans son regard, à présent, il y avait une lumière nouvelle, fragile, mais indestructible. Cette présence nouvelle devint pour Henri un soutien inattendu. Peu à peu, il s'investit dans le centre de quartier de Marseille, d'abord en donnant un coup de main lors des distributions alimentaires, puis en animant de courtes discussions sur la façon de se relever après des épreuves. Raconter son expérience, sans embellir ni exagérer, lui fit découvrir que ses cicatrices pouvaient servir de repère à d'autres. La vie, bien qu'encore difficile, commença à lui offrir de petites respirations, une prime imprévue, un projet mené à terme, une dette réduite. Chaque avancée représentait une pierre ajoutée au nouvel édifice de son existence. Ce n'était pas la vie dont il avait rêvé, mais elle lui appartenait de nouveau. Son amitié avec Claire s'approfondissait, non comme une échappatoire, mais comme un abri honnête. Ils partageaient leurs tâches, leurs confidences et leur silence, apprenant à s'accompagner sans attendre de miracle. Elle lui montra qu'un simple geste de tendresse pouvait germer même dans les sols les plus arides. Dans les ateliers du centre, il trouva une mission. Son histoire, qui n'était plus seulement douleur, devenait avertissement et exemple. Des personnes à bout de souffle trouvaient dans ces mots la force de repousser l'idée d'abandonner. Henri accepta son passé sans chercher à le transformer en héroïsme. Il comprit que son dévouement avait été sincère, mais qu'un amour sans limite use jusqu'à la racine. Il apprit à se protéger, comme on protège une jeune pousse qu'on veut voir grandir. Sa dignité redevenait son moteur. Il n'attendait plus rien de ceux qui l'avaient quitté. Il travaillait désormais à se respecter lui-même et à bâtir des liens fondés sur l'équilibre. Avec le temps, ce changement se manifesta dans ses gestes quotidiens. Il préparait des repas pour ses voisins âgés, organisait de petites activités à la bibliothèque du quartier et mettait de côté quelques économies avec prudence. Ces efforts modestes mais constants prouvaient que la résilience n'a pas besoin de projecteurs, seulement de persévérance. Un après-midi, en distribuant des prospectus pour un atelier qu'il animait, Henri aperçut un jeune homme qui, dans son allure, lui rappela son fils. Ce n'était pas lui, bien sûr, mais ce simple reflet ranima en lui la certitude que la vie pouvait encore offrir de nouveaux liens. La reconstruction n'était pas soudaine ni parfaite, mais une somme de petits pas qui redonnaient un sens à ses journées. Son histoire commença à circuler dans le quartier comme celle d'un homme transformé. Celui que sa famille avait abandonné devenait, pour beaucoup, une figure d'espérance. Des habitants qui avaient perdu tout courage se rapprochaient de ses ateliers à la recherche d'une étincelle de force. Henri savait que son avenir n'aurait rien à voir avec celui qu'il avait imaginé dans sa jeunesse, mais il en mesurait toute la dignité. Les années polirent peu à peu les arêtes de sa douleur. Il ne se définissait plus par la blessure, mais par la manière dont il avait appris à y répondre. Ses journées s'éclairaient de joie simple, lire un roman le soir, marcher longuement dans les ruelles de Marseille, discuter avec Claire autour d'un café. Au travail, son image changea. On le voyait désormais comme un homme fiable et sage, capable de transformer l'adversité en savoir. On lui proposa un poste mieux payé, qu'il accueillit non pour l'argent, mais pour la reconnaissance implicite de son parcours. Sa relation avec Claire s'épanouissait dans la patience et le respect. Pas de grandes promesses, mais une présence solide,
remplir ensemble des papiers, se soutenir dans les jours lourds, rire de petites choses. Cette proximité ranima en lui la confiance dans l'affection humaine. Il se mit aussi à accompagner des personnes endettées, utilisant son expérience comme guide pour ceux qui se sentaient écrasés. Il découvrit que son passé, loin d'être un fardeau, pouvait devenir un outil pour relever d'autres vies. Un jour, alors qu'il traversait une place animée, il croisa Marianne avec les enfants. L'instant fut bref et silencieux. Elle détourna le regard. Les adolescents hésitèrent entre gêne et surprise. Aucun mot de reproche ne fut prononcé. Henri, d'un geste calme, les salua poliment. Il ne réclama pas d'explication et ne chercha pas à réparer l'irréparable. Dans les yeux de Marianne, il lut une émotion confuse, peut-être la culpabilité, peut-être un respect tardif. Ce moment ne changea pas le passé, mais il ouvrit une forme de clôture. Le soir même, Henri écrivit une lettre destinée à la communauté, où il partagea son expérience et proposa son aide à ceux qui en avaient besoin. Ce n'était pas une recherche de réparation, mais la volonté de transformer sa douleur en acte solidaire. Ces mots circulèrent, touchant bien au-delà du quartier. L'homme qui avait sacrifié sa vie par amour, puis connu l'abandon, se dressait désormais comme symbole de persévérance et de générosité. Au fil du temps, son quotidien trouva un rythme apaisé. Rien n'était parfait, mais la paix qu'il avait construite était véritable, née du travail, de l'amitié et de la reconquête de sa propre voie. Ses journées n'étaient plus mesurées par les sacrifices extrêmes, mais par les petits accomplissements, une activité réussie, une rencontre, une aide apportée. La communauté le reconnaissait avec affection et respect. Beaucoup de jeunes voyaient en lui une preuve vivante qu'on peut se relever même dans les pires circonstances. Henri, humble, acceptait ce rôle sans orgueil. C'était simplement la conséquence de ne pas avoir cédé. Quand il repensait à son ancienne maison, il sentait encore un pincement, mais ce pincement ne dictait plus son horizon. Il avait des projets, des amitiés, et surtout la certitude que sa vie ne s'était pas arrêtée avec l'abandon. Ainsi, pas à pas, il refermait un chapitre pour en ouvrir un autre. Il avait appris que le sacrifice ne perd jamais sa valeur, même lorsqu'il est trahi. Il devient une leçon, une force, une façon d'avancer. Les années suivantes consolidèrent ce nouvel équilibre. Ses économies grandissaient lentement, ses amitiés gagnaient en profondeur, et son travail lui apportait enfin stabilité. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais une conquête silencieuse et solide. Henri n'avait jamais cherché la revanche. Son seul objectif était de vivre debout et de tendre la main à ceux qui n'avaient pas encore trouvé la leur. Ses ateliers attirèrent de plus en plus de monde. Certains y trouvaient la clé pour recoller leurs propres morceaux. Un soir, il fut invité à témoigner dans une émission locale consacrée aux histoires de résilience. Il hésita, puis accepta. Devant les caméras, il parla sans détour de ses sacrifices, de son abandon et de sa reconstruction. Ces mots émurent profondément les auditeurs, déclenchant une vague d'empathie. En sortant du studio, des inconnus l'arrêtèrent pour le remercier. Henri comprit alors que, sans l'avoir cherché, il était devenu pour beaucoup l'image vivante de l'espoir. Un homme qui avait tout donné, qui avait été brisé, et qui pourtant avait choisi de se relever pour transformer la douleur en vie. Après son passage à l'émission locale, la vie d'Henri prit une nouvelle dimension. Son témoignage toucha bien au-delà de Marseille. Des associations d'autres villes l'invitèrent à partager son expérience, des étudiants lui écrivirent pour le remercier de son courage, et même certains journalistes s'intéressèrent à son parcours. Henri, qui avait longtemps été un homme de l'ombre, se retrouva soudain mis en lumière. Pourtant, il resta fidèle à lui-même. Il ne cherchait ni gloire ni reconnaissance, seulement la possibilité que son histoire serve à d'autres. Dans chaque rencontre, il rappelait que la douleur ne disparaît pas, mais qu'elle peut devenir une force si on choisit de la transformer. Il parlait sans emphase, avec une simplicité qui rendait ses mots universels. Dans les regards de ceux qui venaient l'écouter, il retrouvait l'écho de sa propre souffrance et la preuve que le partage pouvait sauver. Peu à peu, Henri bâtit un réseau de soutien entre les quartiers, reliant des familles endettées, des personnes isolées, des jeunes désorientés. Là où il n'y avait que découragement, il semait des graines d'espérance. Claire, toujours à ses côtés, l'accompagnait dans ses démarches, et leur complicité donnait encore plus de sens à ce chemin. Un jour, lors d'une conférence à Nice, quelqu'un lui demanda s'il regrettait tous les sacrifices qui avaient conduit à son abandon. Henri réfléchit longuement, puis répondit calmement « Non. Ce que j'ai perdu m'a brisé, mais ce que j'ai appris m'a reconstruit. On ne choisit pas toujours ce qu'on vit,
mais on peut choisir ce qu'on fait de nos blessures. Ces mots furent repris et circulèrent largement, devenant pour beaucoup un mantra. Henri n'était plus seulement un survivant, mais une voix. Une voix qui rappelait que, même au cœur de la trahison et de la solitude, il existe une force capable de nous relever, la dignité. Et vous, si vous étiez abandonné par votre famille comme Henri, que feriez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres récits réels qui toucheront votre cœur. Étincelle, car parfois, le plus grand courage n'est pas de sauver les autres, mais d'apprendre à se sauver soi-même.